retrouve à la troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire et les titres ce matin de cette actualité. Saveria, bonjour. Bonjour à tous, c'est l'actualité du jour au Sénat. Aujourd'hui, les nouvelles révélations et nouvelles auditions dans l'affaire Benalla. Nouvelle révélation dans le Canard enchaîné ce matin. Alexandre Benalla aurait bénéficié d'un 4e passeport ainsi qu'un téléphone secret défense jusqu'à la semaine dernière. Les sénateurs veulent des explications. L'ISF, pourquoi pas, les 80 km/h, ça se discute. Emmanuel Macron a donné hier le coup d'envoi du grand débat national. 7 heures de discussion et un mot d'ordre dans la bouche du président. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Le président qui a multiplié les gestes d'ouverture. L'examen de la loi Pacte, il débute aujourd'hui au Sénat avec l'examen du texte par la commission spéciale. Objectif de ce projet de loi pour la croissance, rendre l'économie française plus compétitive. On en parle avec le co-rapporteur de cette commission, le sénateur Jean-François Husson. Mais tout d'abord, donc, de nouvelles auditions dans l'affaire Benalla, nouvelles auditions, nouvelles révélations dans le Canard enchaîné. Alexandre Benalla aurait bénéficié d'un 4e passeport ainsi que d'un téléphone secret défense jusqu'à la semaine dernière. Les sénateurs veulent des explications et c'est Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, qui va ouvrir le bal des auditions cet après-midi. Samia Dechir. Leur rapport était attendu dans les prochains jours. Il faudra finalement patienter un peu plus pour connaître les conclusions de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla. Il est convoqué pour la 2e fois le 21 janvier prochain. Les sénateurs ont encore quelques questions à poser à l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Elles concernent ces 2 passeports diplomatiques. Lors de son audition en septembre dernier, Alexandre Benalla affirmait les avoir restitués. Ils ont été rendus, ils sont au bureau que j'occupais à l'Élysée, donc je pense que l'Élysée a dû s'en occuper. Mais en décembre dernier, la presse révèle qu'Alexandre Benalla a voyagé avec ses passeports diplomatiques après avoir quitté l'Élysée. Il s'est ainsi rendu au Tchad ou encore au Cameroun pour rencontrer plusieurs hautes personnalités. L'intéressé rétorque que c'est bien l'Élysée qui a choisi de lui rendre les fameux passeports en octobre, après son licenciement. S'il avait utilisé simplement le passeport par commodité pour passer des vacances à l'île Maurice, pas de problème. Quand il va voir le frère du président du Tchad, qui a un rôle éminent en matière de sécurité et d'importation d'armes au Tchad, et qu'il le fait avec un passeport officiel, on peut quand même s'interroger sur le rôle réel de M. Benalla dans une diplomatie parallèle. La commission d'enquête va tenter de comprendre comment Alexandre Benalla a pu continuer à utiliser ses passeports diplomatiques. 5 personnes, dont le principal intéressé ou encore le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, seront auditionnés. Bonjour Quentin Calmet, qu'est-ce qu'on peut attendre des auditions de cet après-midi ? Eh bien, effectivement, la question principale, et c'est autour de ces passeports diplomatiques. Soit Alexandre Benalla, il ment à la presse, soit il a menti aux sénateurs, et cela, c'est plus grave. On va voir pourquoi. À Mediapart, Alexandre Benalla, il a expliqué il y a quelques semaines qu'il avait rendu ses passeports fin août, et aux sénateurs en septembre. Il a dit sous serment les avoir laissés dans son bureau lors de son départ. Certains sénateurs trouvent incompréhensible le manque de transparence, l'amateurisme de la part du Quai d'Orsay qui n'a pas récupéré ses passeports, des accusations d'amateurisme renforcées par les révélations du Canard enchaîné de ce matin qui parle du 4e passeport et d'un téléphone crypté Théorème qui n'aurait pas non plus été récupéré par le Quai d'Orsay. Mais justement, les sénateurs, ils ont également d'autres interrogations qui concernent également ces passeports diplomatiques. Voilà, les passeports diplomatiques ne seraient que l'arbre qui cache la forêt et c'est le sens de la déclaration de François Grosdidier qu'on vient de réentendre dans le sujet de Samia Dechir. Lorsque François Grosdidier parle de diplomatie parallèle, l'été dernier, on parlait d'une police secrète qui était suspectée comme étant en cours à l'Élysée. Là, les sénateurs se demandent s'il n'y a pas une diplomatie parallèle, car en plus, Alexandre Benalla semble avoir gardé des contacts réguliers avec le chef de l'État. Il s'en vante dans la presse. Donc, certains sénateurs ont demandé s'il n'y avait pas, si sa mission elle était vraiment terminée. D'autres se demandent si ce n'était pas un intrigant, un mythomane, ou encore s'il n'était pas protégé. Enfin, Marc-Philippe Daubresse, le sénateur du Nord, qui dit le fait qu'Alexandre Benalla se soit rendu au Tchad 3 semaines avant un déplacement du chef de l'État, c'est une coïncidence troublante, d'où ces questions qui vont être posées notamment aujourd'hui à Patrick Stroda, le N+2 comme on dit en langage managérial d'Alexandre Benalla à l'Élysée. Alors justement, Patrick Stroda, c'est le premier auditionné cet après-midi, actuel directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Pourquoi cette audition de Patrick Stroda est particulièrement intéressante ?
Eh bien, la déclaration de Patrick Stauda l'été dernier, au mois de juillet, c'était un peu la clé de voûte de ce que les sénateurs ont ensuite appelé un mensonge d'État, lorsque l'Élysée a construit une version qui ne coïncide pas avec les différentes déclarations des principaux protagonistes de l'affaire, car M. Stauda, il a expliqué que lui, il avait jugé utile que Alexandre Benalla il ait un permis de port d'armes lors des déplacements privés du chef de l'État, des déclarations contredites ensuite par Alexis Kohler et tous les membres de la sécurité de l'Élysée. Il y a donc déjà là un hiatus, une incohérence, voire même un faux témoignage. Donc c'est l'une des incohérences que les sénateurs veulent aussi éclaircir. Et puis pour terminer, nouvelle audition d'Alexandre Benalla, ça sera lundi prochain. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle audition, nouvelle déclaration d'Alexandre Benalla? Eh bien, Alexandre Benalla s'est beaucoup exprimé dans la presse. Les sénateurs veulent donc profiter des quelques jours qu'il reste encore à la commission des lois, commission d'enquête, pour auditionner sous serment des personnes convoquées. Donc Alexandre Benalla est convoqué lundi 21. Les pouvoirs de la commission prennent fin le 23. C'est les derniers jours pour avoir des déclarations sous serment, sachant que si vous mentez alors que vous êtes auditionné sous serment, c'est une parjure, un délit qui peut valoir 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. On va donc suivre tout ça. Merci. Quentin Calmet. Merci beaucoup Quentin. On vous retrouve vendredi évidemment avec des tweets. Promettez-nous. Voilà, dans le reste de l'actualité, évidemment le coup d'envoi hier du débat national dans l'heure, Saveria. L'ISF, pourquoi pas? Les 80 km/h, ça se discute. Emmanuel Macron a donné hier le coup d'envoi du grand débat national. 7 heures de discussion et un mot d'ordre. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Le président qui a multiplié les gestes d'ouverture. Regardez ce reportage de Marie Brémaud. Si les gilets jaunes étaient tenus à distance par un important dispositif policier, le face-à-face du président avec les élus locaux a bien eu lieu. Emmanuel Macron les invitant à jouer carte sur table. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous exprimer de la manière la plus directe et me la faire entendre de la manière la plus directe. Donc j'ai tout mon temps. Message reçu du côté des maires, satisfaits d'être à nouveau considérés. Les maires sont remis au cœur du débat. Parce que jusqu'à maintenant, on avait plutôt l'impression d'être malmenés, donc en tant qu'élus. Donc ça, c'est quand même quelque chose que pour nous, c'est important. Ambiance courtoise, voire chaleureuse. Et puisqu'on leur donne la parole, les élus ont raconté une France en piteux état. Ce que je vais vous parler, c'est du fond du cœur. Je crois que la France est gravement malade. Nous souffrons d'isolement, en étant pourtant qu'à 160 km de Paris. Le lien de confiance avec les élus, et encore plus avec les élites, surtout quand elles sont nationales, alors là, est complètement rompu. Le diagnostic est sévère, mais pour autant, les Français savent ce qu'ils veulent. Des services publics de proximité, que le travail soit mieux rémunéré et plus d'équité fiscale. Les élus se veulent responsables et demandent à l'État d'en faire autant. Pouvez-vous, Monsieur le Président, vous engager à imposer à l'État les mêmes règles budgétaires que vous imposez aux collectivités ? Car tous ont conscience ici que ce grand débat reste peut-être la dernière chance de construire un nouveau contrat de société. Nous avons un devoir, je vous le confie, je suis à vos côtés pour vous aider, mais je souhaite, comme vous, que la France réussisse. Et puis, dans l'actualité, Saveria, la possible transformation du Sénat, déjà évoquée par le président de la République dans sa lettre aux Français. Voilà, est évoquée dans la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Les sénateurs, tous bords politiques confondus, y voient une menace, une provocation, voire une déclaration de guerre. Regardez la réaction des groupes politiques hier au Sénat. C'est un sujet de Jordan Klein et d'Aurélien Romano. Le Sénat, une institution indispensable à la démocratie. C'est en tout cas ce que pensent les sénateurs du groupe Les Républicains. Si le président envisage éventuellement la suppression du Sénat, je peux vous dire que les parlementaires, on est un certain nombre à envisager très sérieusement une diminution des pouvoirs du président de la République. Dans une société horizontale, on ne peut pas tout laisser dans les mains d'un seul homme. Je pense que le bicamérisme le gêne. C'est un président de la République qui a une vision très jupitérienne, on l'a dit, très jacobine du pouvoir. Et donc jamais le pouvoir a été autant resserré qu'aujourd'hui. De l'autre côté de l'échiquier politique, au groupe socialiste, certains sénateurs comme Jean-Pierre Sueur, l'une des figures de la commission d'enquête sur Alexandre Benalla, propose lui de renforcer le poids du Parlement. Il faut donner plus de pouvoir au législatif, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Pourquoi ? Parce que la Ve République, depuis le début,
souffre d'un déséquilibre au profit du pouvoir exécutif et au détriment du pouvoir législatif. J'ai qualifié cela hier de provocation de la part du président. Le mot est fort, sûrement. En tout cas, il ne faudrait pas tomber dans une forme de déni et de rejet de ce que nous représentons. Les centristes, eux, sont ouverts au débat, mais mettent en garde le président sur une éventuelle réduction de la représentativité des collectivités territoriales. Qu'il y ait une interrogation sur le fonctionnement du Parlement, je pense que c'est une bonne chose. On pourrait avoir le même type de réflexion d'ailleurs sur le fonctionnement de l'exécutif. Donc sur la question propre du Sénat, ma foi, on verra ce que le débat national lui-même en dit. Outre la question du Sénat, le président de la République interroge aussi les Français sur le rôle d'une autre institution, le Conseil économique, social et environnemental. Et puis, rubrique habituelle dans cette émission, le face-à-face, dans un instant. C'est l'interview politique, la deuxième de cette matinale. Bonjour Jean-François Husson, vous êtes sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle, c'est dans le Grand Est. Et merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour Jean-François Husson, 7 heures de débat hier devant les maires. Qu'est-ce que vous diriez? Exercice réussi pour Emmanuel Macron? De ce que j'en ai vu, puisque il ne vous a pas échappé qu'on continue de travailler et de débattre au Sénat, sur des sujets d'ailleurs importants. L'exercice, d'abord, je salue la démarche, parce que ça fait longtemps et ça a bien été dit, à la fois par les élus locaux, nationaux, et puis par le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une forme de solitude, d'isolement, de déconnexion, de tour d'ivoire du pouvoir. Donc, que le président donne un premier signe en allant à la rencontre des élus, les fantassins de la République, 550 000 élus locaux, à 90% bénévoles. Je le dis, il y a plus d'élus locaux que d'habitants dans la ville de Lyon. Vous ne trouvez pas que c'est une chance pour la France? Moi, je trouve que si. Donc, avoir un geste, un premier geste, après la claque que le président de la République avait infligée au maire en ne se rendant pas, contrairement à ses engagements, au congrès de l'AMF, je pense que c'est un bon début. Et sur les thèmes de débat, ça c'était pour la forme, sur les thèmes, que ce soit sur les SF, sur les 80 km/h, le président, on l'a vu, n'a écarté aucune piste, aucun thème de débat, aucun sujet. Ça c'est important. Vous le saluez également? C'est important, mais ça veut dire qu'on a peut-être perdu 18 mois. Il y a quelques sujets. Vous parlez des 80 km/h. Un travail fin, constructif, que je qualifie de positif et intelligent, avait été conduit au Sénat à l'initiative du sénateur Michel Raison. Il était simple, il proposait d'identifier dans les départements, entre les préfets et les présidents de conseils départementaux, les points les plus dangereux en termes de sécurité routière pour apporter des solutions, pour éviter finalement d'annoncer des grands plans qu'on n'arrive pas à conduire. Donc le fait de dire on va revenir en arrière, il faut faire attention, le président de la République a quand même dit on peut peut-être faire quelque chose de plus intelligent. Le compliment, il faut qu'il soit entendu par le Premier ministre, je trouve que il y a un petit problème de forme. J'imagine que vous attendez également la traduction concrète à l'issue de ce grand débat de tous les sujets qui vont être abordés. C'est le plus important parce que... La traduction législative, c'est ce que vous espérez, une traduction législative? Une traduction avant qu'elle soit législative, il faudrait... aujourd'hui, je plaide pour qu'on fasse France ensemble. Et pour faire France ensemble, qu'est-ce qu'il faut? Il faut dialoguer, il faut non pas entendre mais écouter. Et puis, il faut commencer à faire des propositions. Est-ce que le Sénat, justement, qui est la Chambre des territoires, a un rôle à jouer dans ce faire France ensemble, comme vous le dites? Il a évidemment un rôle à jouer, puisqu'il incarne, c'est son ADN, la représentation de tous les territoires. Je dis bien de tous les territoires. Et quand on sait qu'il y aura un mouvement de réduction du nombre de parlementaires, je ne connais pas la procédure, mais je veux juste donner très rapidement, si vous enlevez 30%, vous passez à 250 à peu près élus. Vous avez 100 départements, ça veut dire que vous allez avoir 50% des départements qui n'auront plus qu'un sénateur. 50 sur 250, ça veut dire que pour porter plus la moitié de la représentation des territoires, de l'espace, vous n'aurez que 20%. C'est évidemment, ce n'est pas un porte-voix, c'est une voix à laquelle qu'on bride. Et ça, c'est dommage. Je crois que vraiment, il faut comprendre que la France, elle est riche de ses territoires et de celles et ceux qui la représentent. J'ai le sentiment, en tous les cas, ce que j'ai entendu en regardant tard hier soir et tôt ce matin la télévision, les maires se sont exprimés. Et je le trouve d'ailleurs avec beaucoup de respect. Vous l'évoquez précisément dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron parle d'une possible transformation du Sénat. Comment vous l'analysez? Est-ce que c'est une menace, c'est une provocation de la part du président? Je trouve
je trouve que c'était une provocation, parce que je me souviens que le président était venu ici ouvrir la première conférence nationale des territoires. Il avait d'ailleurs eu il avait fait une petite sortie de route, puisqu'on annonçait une demande d'effort de 10 milliards pour les collectivités, et sans en avoir parlé à personne, mais c'est son droit, la facture était passée à 13 milliards. Il avait annoncé un certain nombre de choses, donc je pense qu'il faut faire attention. Dans une démocratie, le bicamérisme est utile. Est-ce que le Sénat, gêne aujourd'hui le pouvoir? C'est une chambre qui gêne aujourd'hui le pouvoir? Ben, on en a le sentiment. En tous les cas, le fait de désigner une seule assemblée parlementaire, la seule assemblée d'élus désignés dans le questionnaire en demandant des pistes de sortie, c'est le Sénat. Moi, je préfère, là encore, et j'invite l'exécutif, le président de la République, à dialoguer avec les assemblées, à regarder de quelle manière on consolide la Ve République, qui d'ailleurs, d'un régime semi-présidentiel, est aujourd'hui un régime hyper-présidentiel, avec les fragilités. Parce que quand vous enlevez tous les corps intermédiaires, vous êtes avec une agora, et quand vous avez les Français en direct dans la rue, c'est le début de la chienlit. Jean-François Husson, l'indépendance du Sénat, on en parle, l'actualité aujourd'hui justement ici au Sénat, ce sont la reprise des auditions de la commission d'enquête dans l'affaire Benalla. Qu'est-ce qui reste encore à apprendre dans cette affaire? Est-ce que le Sénat n'en fait pas trop? Il y avait d'abord un risque, je me souviens, moi je rends hommage à la fois à la justesse d'analyse, au ton mesuré, aux propos toujours équilibrés du président Philippe Bas et de l'équipe de la commission d'enquête, parce qu'on était à un moment, notamment quand l'Assemblée a refermé la copie très rapidement, il y avait un risque de ringardisation du Sénat. Il y avait éventuellement un risque à ou non inviter M. Benalla. On s'est aperçu qu'on a découvert des choses. Ce qui est quand même par contre très grave, c'est les fausses déclarations qui ont été faites en commission d'enquête. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque pour la première fois, lorsque nous avions dans la commission d'enquête sur la pollution de l'air, auditionné une personnalité, elle a été condamnée, en tous les cas pour l'instant en appel également. Alexandre Benalla pourrait être poursuivi pour faux témoignage, c'est ce que vous nous dites? Il y a forcément un risque, mais après, c'est la commission d'enquête qui transmet au bureau du Sénat. Enfin, il y a des procédures pour ça. C'est pas aujourd'hui, si vous voulez, il faut quand même faire attention. Moi, j'invite chacune et chacun. Il ne faut pas vouloir faire le buzz en permanence, parce que d'abord, les Français, ça leur donne le tournis. On est un peu dans une lessiveuse et essoreuse et on n'arrive plus à retrouver le sens des choses. Je pense qu'il faut une parole plus rare, plus mesurée et surtout, néanmoins, il faut traduire. Il y a des révélations tous les jours dans cette affaire. Est-ce que c'est aujourd'hui une affaire d'État? C'est comme ça que vous la qualifieriez? On le saura bientôt. D'accord. Quelques mots avant de terminer sur la loi Pacte. Vous êtes le co-rapporteur de la commission spéciale sur cette loi Pacte. Dans quel état d'esprit vous abordez ce texte? C'est un texte, vous diriez, utile, essentiel pour l'économie, très rapidement? C'est un texte qui est un texte, même s'il est, je dirais, un peu fourre-tout parce qu'il y a beaucoup de mesures. Sur la philosophie, il y a une chose qui est sûre. Il faut aider la France, son économie et ses entreprises à retrouver, je dirais, une mer calme et surtout à être conquérante. Aujourd'hui, les indicateurs économiques et sociaux sont tous au rouge. Chômage, endettement, commerce extérieur, fiscalité. Il faut remettre la France en action. Le calendrier parlementaire a été bouleversé, bien sûr, dernièrement. Est-ce que, justement, l'examen de cette loi peut prendre du retard et ça pourrait donc retarder le lancement des privatisations qui sont prévues dans ce texte? À ce stade et aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser qu'il y aurait un ralentissement. De quelle façon vous comptez imprimer votre marque sur cette loi? Eh bien, on va être... comment dirais-je? Il y a un travail de fond qui est mené avec les deux autres rapporteurs, Michel Cannevet et Elisabeth Lamure. Et comme d'habitude, on va, par un travail fin, regarder, analyser, proposer, compléter. En fait, le texte qui sortait de l'Assemblée n'était pas pleinement abouti, contrairement à ce qu'il avait pu être dit. Donc, le souhait du Sénat, c'est de donner quelques marqueurs, des grandes directions. Là encore, je le dis, pour, en écho aussi à l'atmosphère politique du moment, donner des signes pour, je le redis, faire France ensemble. Très bien, merci. François Husson, vous êtes aussi rapporteur spécial de la mission écologie ici au Sénat. Est-ce que c'est pas très compliqué aujourd'hui de sensibiliser les gens sur le suivi de la COB, par exemple des COB, au moment où évidemment on ne parle que, et on ne s'intéresse, à juste titre d'ailleurs, qu'au pouvoir d'achat? Est-ce qu'il n'y a pas un problème?
Si, il y a une difficulté et elle nous concerne tous. Parce qu'en fait, on est un peu empêtré dans nos contradictions, c'est-à-dire qu'on est capable de défiler pour la planète, pour les grands objectifs et parfois de se battre de manière aussi véhémente pour certains sujets d'écologie. Mais parce que l'écologie, pour moi, c'est la vie. Donc il faut redonner le sens propre et l'ambition à l'écologie. Et l'écologie, ça ne doit pas être une punition. La vie, ce n'est pas une punition. C'est au contraire un parcours sur lequel on doit accompagner, proposer à nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, il faut proposer des mesures d'accompagnement. À chaque fois qu'on fera ça, quand on associera les Français et les territoires, on gagnera, la France gagnera. Merci d'avoir été l'invité de Saveria Rojek pour cette interview politique. Jean-François Husson, sénateur LR de la Meurthe et Moselle. Et je retiens rapporteur spécial de la mission écologique au Sénat. Voilà, on passe à l'agenda. La grande actualité aujourd'hui, c'est bien sûr le retour de la commission Benalla. On vient d'en parler. Patrick Stroda, l'actuel directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, est convoqué à 15h. 16h30, c'est Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Et puis 17h45, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Lundi prochain, lundi 21, Alexandre Benalla sera lui auditionné à 14h. Vous pourrez suivre bien sûr toutes ces auditions en direct sur notre antenne dès cet après-midi. Et puis il y a aussi une autre audition importante. Aujourd'hui, la première audition publique de Benjamin Smith, le directeur général du groupe Air France KLM. Audition à 10h devant la commission du développement durable. Benjamin Smith qui est resté très discret depuis sa prise de fonction chez Air France depuis 5 mois. Très bien, on passe maintenant à la revue de presse, ce qui se passe dans les quotidiens régionaux notamment. À tout de suite. Évidemment, Paris-Normandie revient sur l'opération déminage d'Emmanuel Macron hier dans l'Eure. L'ISF, pourquoi pas? Les 80 km/h, ça se discute. Emmanuel Macron a donné hier le coup d'envoi du grand débat national, 7 heures de discussion. Et un mot d'ordre, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Le président qui a multiplié les gestes d'ouverture une fois en scène, Emmanuel Macron ne lâche plus la parole. À un moment, il faut même changer les piles du micro qui commencent à donner des signes de faiblesse. Le président veut répondre à toutes les interpellations des maires. Il y en a près d'une 60aine. Et tout y passe, de la taxe sur le transport aérien à la procédure de contrôle technique, en passant par les dotations aux collectivités, les emplois aidés, le tissu associatif ou encore les zones de pêche, une sorte de grand oral, un grand oral pour un grand débat en forme de performance politique. C'est nous, 7 heures d'antenne à tenir en direct. C'est pas évident. Pourquoi pas? La dépêche du midi qui s'interroge sur les vrais enjeux de ce grand débat, justement. C'est la réponse politique à la crise. Emmanuel Macron qui espère désamorcer, enterrer les tensions qui secouent le pays depuis 2 mois. 7 heures durant, le président a tenté de convaincre et les élus rassemblés, les gilets jaunes, de participer à ce grand débat. Hier, c'était aussi la première étape d'un tour de France qui va conduire le président à écouter les maires de toutes les régions françaises lors d'une dizaine de rencontres du même type. Mais attention, pas question que le président tranche sur un sujet avant la fin du débat, mi-mars. La baisse de la natalité à la une de l'Alsace, avec une jolie photo d'un bébé dans les bras de sa maman d'ailleurs en une. La fécondité continue de baisser en France. 1 enfant 87 par femme, par française. C'est la quatrième année consécutive de baisse. La population française continue, elle, pourtant d'augmenter. La France, qui reste tout de même le pays le plus fécond de l'Union européenne pour les associations. La baisse de la natalité en France est un effet de la détérioration de la politique familiale. Et on termine avec une bonne nouvelle. C'est pas si courant pour l'emploi et c'est à la une de Vosges Matin. Quant mise sur Épinal. Le patron de Quant, Éric Léandri, était de passage hier à Épinal pour exposer le développement de la filiale vosgienne du moteur de recherche européen qui ne trace pas ses utilisateurs. Quant, c'est un système développé conjointement en France, en Allemagne et en Italie, promet des résultats de recherche neutres. De plus en plus d'administrations françaises s'en équipent, dont notamment les écoles d'Épinal. Voilà, et puis vous avez noté, Saveria, l'affaire des bébés sans bras, et on y revient quand même à la une de Sud-Ouest, c'est important. Les parents veulent savoir, une enquête nationale est en cours, tandis que 18 cas suspects d'enfants nés avec une malformation des membres supérieurs ont été identifiés dans l'Ain. Beaucoup accusent les pesticides d'être responsables. Les premiers résultats de l'enquête seront connus
Fin janvier, reportage à lire, interview de l'épidémiologiste Emmanuel Amar. C'est la personne qui a révélé ces cas de bébés mal formés. Elle dénonce un climat de pression et d'incompétence. J'ai dû insister des années avant d'être prise au sérieux, explique donc la directrice du registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes. Merci beaucoup Savaria pour cette revue des unes de la presse quotidienne régionale. Demain, nous recevrons Renaud Muselier, le président de la région Sud. C'est l'appellation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sa nouvelle appellation. Il sera notre invité politique dans Territoire d'Info. Il est également l'initiateur de la cagnotte en faveur des forces de l'ordre. On aura donc beaucoup de questions à lui poser. Voilà, dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Vous allez voir, c'est très mitigé. Mais également, on y tient sur le canal 13 de la TNT, la météo de l'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien, où il existe aussi des départements français, vous le savez. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, avec ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos, notamment chez nos confrères ce matin. Merci à vous. Au revoir Séveria, à demain. Très bonne journée. Bonne journée. À demain. Merci de votre fidélité. Au revoir. Au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Il est arrivé avec quelques minutes de retard, tout sourire et très attendu dans ce gymnase face à 600 maires venus apporter les doléances de leurs administrés. Nous sommes à un moment donné où ça doit être des cahiers de droits et de devoirs. Parce que les doléances, c'est comme s'il y avait un souverain qui puisse donner des choses. Les maires sont remis au cœur du débat. Parce que jusqu'à maintenant, on avait plutôt l'impression d'être malmenés. Donc en tant qu'élus. Donc ça, c'est quand même quelque chose que pour nous, c'est important. Moi, je ne vais pas parler longtemps parce que l'objectif, c'est surtout de vous entendre. Et de manière très libre. S'il y a des questions, j'y répondrai. Mais ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous exprimer de la manière la plus directe. Nous souffrons d'isolement en étant pourtant qu'à 160 km de Paris. Et nous demandons à rester connectés avec l'État et les services publics. Le président de la République va, une fois de plus, nous donner les clés du débat, comment l'organiser, sur quelles questions répondre et nommer un rapporteur. Si j'ai la parole, j'aurais envie de lui dire que nous ne sommes pas à l'école maternelle, dans une explication de texte, et surtout pas non plus des enfants de cœur. La réforme de l'ISF, la flat tax, le CICE réformé, vous ne changerez pas de cap. Donc il me semble qu'il y a là une contradiction qu'il vous appartient de lever. La question de l'ISF qui revient chez beaucoup de nos concitoyens, c'est pour ça que c'est pour moi pas du tout un tabou, ni un totem, si je puis dire. De toute façon, on connaît déjà l'issue. Tout ce qui a été fait depuis 18 mois, le président a dit on n'y touchera pas. Les sujets sont interdits et les organisateurs sont des ministres. Édouard Philippe l'a répété cet après-midi à l'Assemblée nationale, on pourra discuter de tout, mais par contre, rien ne pourra changer du programme qui est celui du président de la République. C'est du blabla, sans tabou. Il ne faut pas raconter des cracks, c'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient celui-là on a compris, il est comme les autres, dès qu'il y a un coup de grisou, lui il remballe ses idées, il est reparti. Il doit aussi se mettre dans une posture d'une véritable écoute. Et parfois, pour véritablement écouter, il faut accepter de dire que l'on s'est trompé. C'est un grand séducteur, Emmanuel Macron. Et il est excellent lorsqu'il est en campagne. Regardez, il se lève et il applaudit. Oui, voilà, très bien. Dans ce débat, je vous donne quelques exemples. Il a dit que jamais il a tant fait finalement pour les maires. Ça fait rire les 35 000 maires de France, cette expression, quand on connaît les choses.